Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Au Liban Sud, l'armée israélienne a intensifié ses frappes nocturnes dans les casas de tir et Ventejbel. Malgré une trêve fragile, les bombardements se poursuivent, faisant de nouvelles victimes civiles et militaires. Une accalmie en apparence, mais des combats qui continuent sur le terrain. Au Liban Sud, les violations de la trêve se multiplient, avec une intensification des frappes israéliennes dans plusieurs localités. L'armée israélienne affirme avoir découvert et détruit des infrastructures souterraines du Hezbollah qu'elle qualifie désormais de pièges. Selon un communiqué militaire, des dépôts d'armes contenant roquettes et obus de mortier ont été identifiés, ainsi qu'une fosse piégée renfermant une charge explosive d'environ 900 kg. Des frappes aériennes et des attaques de drones ont visé plusieurs localités, notamment Tair Debba, Sha'tiye, Kafra, Bar'ashit. À Burj Kalawiye, une frappe a fait au moins un mort après un premier ciblage de la zone. À Kherbit Selim, une attaque de drone a visé une moto, tuant un militaire de l'armée libanaise et son frère. Plus au sud, la localité de Hanin a été frappée à l'aube, accompagnée de destruction de maisons. Les opérations de dynamitage se poursuivent également à Sham'a et Naoura, où des explosions ont été entendues jusque dans les villages de tir. À Khiem, frappes et tirs de mitrailleuses ont été signalés dans le cadre d'opérations de ratissage. Des bombardements ont visé les environs de Majd el-Zoun, tandis que l'aviation israélienne a mené des raids sur Bar'ashit, Kafara et Taïri à Bent Jbeil. Des hélicoptères ont également procédé à des opérations de ratissage. Dans la Bekaa, des drones israéliens ont été observés à basse altitude au-dessus de Baalbek, élargissant la zone de tension au-delà du sud. Le bilan humain reste préoccupant. À Jebchit, une frappe a tué 5 membres d'une famille, dont une mère et des enfants. À Taïr Debba, les secours ont retrouvé un corps d'une fille tuée avec sa mère dans les décombres. Parallèlement, les explosions se sont poursuivies durant la nuit en Naoura et Sham'a, où des habitations ont été détruites. Les dégâts touchent également les infrastructures, notamment les routes et les réseaux électriques. Face à ces attaques, le Hezbollah affirme avoir mené une riposte visant un rassemblement de soldats israéliens avec des drones d'attaque, revendiquant des frappes directes. De son côté, l'armée libanaise affirme avoir intercepté plusieurs drones lancés depuis le Liban et ciblé une infrastructure du Hezbollah accusée de préparer des attaques. Elle indique également que l'un de ses soldats a été légèrement blessé lors d'une explosion. Fait notable, une forte explosion survenue dans la région d'Al-Antara a été suffisamment puissante pour être enregistrée comme une activité sismique par les stations de surveillance libanaises. Dans ce contexte, la trêve semble de plus en plus théorique et la situation reste extrêmement volatile. Entre Washington et Téhéran, les négociations restent au point mort. Malgré une nouvelle proposition iranienne pour ouvrir le détroit d'Ormuz, les États-Unis affichent leur scepticisme tandis que les tensions militaires et économiques continuent de peser sur la région. Une impasse diplomatique qui se prolonge. 3 semaines après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile, les efforts pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient peinent à avancer. Les Iraniens ont intérêt à devenir intelligents et vite, a menacé Donald Trump sur son réseau Truth Social, alors que les discussions entre Washington et Téhéran sont complètement bloquées depuis plusieurs jours. L'Iran n'arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment conclure un accord. Sur le nucléaire, a-t-il ajouté, publiant une photo de lui en costume et cravate noire, portant un fusil d'assaut, au milieu d'un décor de guerre avec un commentaire « Fini de jouer les gentils ». Au cœur des blocages, le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une partie essentielle du pétrole mondial, toujours paralysé par un double blocus iranien et américain. Il reste un levier majeur dans les négociations. À Washington, le président Donald Trump examine une nouvelle proposition iranienne. Celle-ci prévoit la réouverture du détroit et la fin des hostilités, tout en repoussant à plus tard les discussions sur le nucléaire. Mais selon plusieurs sources, la Maison-Blanche reste peu convaincue. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, insiste. Un accord ne pourra être conclu sans garantie, empêchant l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Du côté iranien, le ton est tout aussi ferme. Téhéran accuse Washington d'imposer des exigences irrationnelles et réclame des garanties de sécurité. Le Parlement envisage même de renforcer son contrôle sur le détroit en limitant l'accès à certains navires. Les tensions dépassent le cadre régional. Donald Trump s'en est pris au chancelier allemand Friedrich Merz, critiquant ses déclarations sur les stratégies américaines.
Pendant ce temps, les conséquences économiques se font sentir. Le prix du pétrole grimpe, le baril de Brent dépassant les 111 dollars, alimentant les craintes sur les marchés mondiaux. Dans le Golfe, les pays du Conseil de coopération du Golfe dénoncent les actions iraniennes et appellent à des mesures concrètes pour restaurer la confiance, tandis que le Qatar évoque le risque d'un conflit gelé. Entre pression militaire, rivalité diplomatique et enjeux énergiquement mondiaux, la situation reste bloquée. Au cœur du Soudan en guerre, les pyramides de Méroé résistent au temps et au conflit. Face à l'abandon et aux menaces, quelques gardiens continuent de protéger ce patrimoine millénaire devenu symbole d'identité et de mémoire. Un héritage fragile, sous haute tension. À Méroé, au nord-est du Soudan, les pyramides vieilles de plus de 2000 ans se dressent encore, témoins silencieux d'une civilisation ancienne. Mais aujourd'hui, la guerre a tout changé. Le site, autrefois prisé des touristes, est presque désert. Seuls quelques hommes comme Mustafa Ahmad Mustafa poursuivent leur mission, protéger ces vestiges historiques. Ces pyramides sont à nous, c'est notre histoire, affirme ce gardien héritier d'une longue tradition familiale. Construites à l'époque du royaume de Kouch, ces 140 pyramides racontent une histoire unique, à la croisée des influences égyptiennes, grecques et romaines. Mais aucune n'est intacte. Érosion, pillage ancien et absence d'entretien menacent leur survie. Depuis le début du conflit, les visites ont presque disparu. L'archéologue Mahmoud Soliman évoque un passé révolu où des centaines de visiteurs affluaient chaque semaine depuis Khartoum. Aujourd'hui, la priorité est ailleurs. Nourriture, sécurité, abri. Dans un pays ravagé par la guerre, la culture passe au second plan. Pourtant, sur place, la vigilance reste constante. Fissures, sable, intempéries, chaque détail est surveillé pour éviter une dégradation irréversible. Autour du site, les habitants souffrent aussi. Les activités liées au tourisme ont disparu, laissant des familles sans ressources. Malgré tout, l'espoir persiste, celui de préserver ces pyramides pour les générations futures, et de voir, un jour, la paix permettre leur restauration. Car à Méroé, au-delà des pierres, c'est toute une mémoire qui continue de résister. À Washington, le roi Charles III a altéré fermeté et humour face à Donald Trump, entre appel à préserver les alliances occidentales et plaisanteries lors d'un dîner d'État. La visite royale illustre une relation à la fois solide et sous tension. Un message diplomatique. Sur 2 registres. À Washington, Charles III a d'abord pris la parole devant le Congrès américain pour délivrer un avertissement clair. Les États-Unis doivent rester fidèles à leurs alliés. Face aux parlementaires, le souverain britannique a insisté sur l'importance de l'unité face aux crises mondiales, appelant à ne pas céder au repli. Une déclaration perçue comme une critique implicite de la politique de l'administration Trump, notamment sur l'Iran et l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, le roi avait été reçu avec faste à la Maison-Blanche, accueil militaire, fanfare et 21 coups de canon. Un cérémonial à la hauteur de la relation spéciale entre Londres et Washington. Mais c'est lors du dîner d'État que le ton a changé. Charles III a choisi l'humour pour faire passer ses messages. Sans les Britanniques, vous parleriez français, a-t-il lancé à Donald Trump, déclenchant les rires dans la salle. Une référence aux propos récents du président américain et une manière élégante de rappeler l'histoire commune des deux nations. Le souverain a aussi évoqué avec ironie l'incendie de la Maison-Blanche par les Britanniques en 1814, ou encore la Boston Tea Party, symbole d'un passé conflictuel, devenu aujourd'hui une alliance stratégique. Face à lui, Donald Trump a salué une rencontre très positive et profité du dîner pour réaffirmer ses propositions, notamment en déclarant avoir vaincu militairement l'Iran. Moment symbolique également, le roi a offert au président une cloche issue d'un sous-marin britannique, clin d'œil à l'histoire militaire partagée. Mais derrière ces gestes et ces échanges, les divergences restent bien réelles. Désaccords stratégiques, tensions politiques et visions opposées fragilisent l'équilibre entre les deux alliés. Chaque visite royale reflète une réalité complexe, celle d'une alliance historique qui doit aujourd'hui se réinventer. En note finale est à Stockholm. Un café, pas comme les autres, attire la curiosité. Ici, c'est une intelligence artificielle qui gère tout. Une expérience inédite qui interroge déjà sur l'avenir du travail et les limites de l'IA.
Un café du futur, déjà en service. Dans un quartier résidentiel de Stockholm, un établissement expérimental fonctionne sous la direction d'une intelligence artificielle baptisée Mona. Aux commandes grâce à la technologie Google Gemini, cette IA gère presque tout. Choix du menu, commandes fournisseurs, gestion financière et même recrutement du personnel. Derrière le comptoir, Kajetan, employé du café, raconte une expérience hors du commun. Embauché après un entretien avec une machine, il travaille aujourd'hui sous les directives de cette chef virtuelle. Mais tout n'est pas parfait. Sur les étagères, les stocks inutiles s'accumulent. Litres d'huile, kilos de tomates ou encore milliers de serviettes. Autant d'erreurs d'approvisionnement qui illustrent les limites de l'IA. L'initiative, lancée par la start-up Andon Lab, vise à tester concrètement le rôle que pourrait jouer l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Car au-delà de la curiosité, des questions éthiques émergent rapidement. Conditions de travail, gestion des horaires, droit à la déconnexion, autant de défis que Mona ne maîtrise pas encore pleinement. Mais malgré cela, le café attire déjà entre 50 et 80 clients par jour, intrigués par cette expérience grandeur nature. Pour certains, sa démonstration des possibilités offertes par l'IA, pour d'autres, un signal d'alerte sur ses dérives potentielles. Une chose est sûre, à Stockholm, ce café ne sert pas seulement de café, mais aussi un aperçu très concret du futur du travail. Et voilà, c'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.